Bienvenue dans Slow Marketing, le podcast du marketing qui ne veut pas finir comme les dinosaures. C'est le premier podcast dédié à la transition environnementale dans le marketing. Je suis Anaïs, experte en marketing digital. Hello Laureline, c'est un plaisir de te recevoir sur Slow Marketing aujourd'hui. Avant de commencer, comment vas-tu aujourd'hui ? Eh bien, je vais très bien. Merci Anaïs et je suis également ravie de passer cette heure à tes côtés. Aujourd'hui, on va parler de storytelling responsable, mais avant ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton parcours ? Alors ouais, j'ai pas un parcours traditionnel, en tout cas dans le secteur dans lequel je travaille. Moi, j'ai toujours plus ou moins travaillé dans le storytelling de près ou de loin. J'ai fait des études littéraires, j'ai étudié un master en littérature et en philosophie à la Sorbonne parce que j'ai toujours été passionnée justement par les histoires, la lexicologie, l'impact des mots. Après mon master, je suis partie en édition pendant quelques années en tant qu'éditrice aux éditions Gallimard et au Seuil. Donc là, vraiment un travail de manuscrit, accompagnement des auteurs, autrices, un milieu qui est un très beau milieu de l'artisanat. Mais assez vite, j'ai eu la bougeotte. Je suis partie vivre au Vietnam et au Canada. Et au Canada, j'ai travaillé comme agente d'artistes québécois surtout et canadiens entre Montréal et Los Angeles. Et j'ai eu la chance de découvrir un peu l'utilisation du storytelling pour se raconter, parce qu'aujourd'hui on appelle ça personal branding. En réalité, ça existe depuis longtemps, mais c'est tout ce qui est media training, comment on choisit l'histoire qu'on va raconter, voilà, pour les marques, pour les fans ou pour les médias. Et je suis rentrée en France, j'ai travaillé dans un secteur média. Aujourd'hui, ça appartient à TF1, ça s'appelait à l'époque Au Féminin, Marmiton, My Little Paris, c'était un groupe média. Et pour eux, j'ai plus fait du brand content. Je travaillais avec des artistes et influenceurs pour accompagner des marques dans leur développement, que ce soit pour des lancements de produits, de services ou simplement d'images. Et c'est comment on crée un message un peu commun et ensuite on le déploie à plusieurs voix. Et voilà, et aujourd'hui, je te parle depuis Hiro, c'est l'école du storytelling. Je crois que c'est comme ça qu'on s'est un peu plutôt plus ou moins voilà rencontrés. Hiro, ça appartient à Maria School et c'est la troisième école de Maria School. Je l'ai fondée il y a 2 ans et demi et c'est donc l'école du storytelling. On va en parler après. J'accompagne des B2C et B2B à se raconter à travers le podcast, le copywriting, la prise de parole. Donc assez globalement, comment on utilise justement les leviers du storytelling pour raconter des histoires. Parcours super riche, super intéressant. Du coup, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le storytelling ? Alors en général, je donne une définition très simple parce que le storytelling, c'est l'art de raconter des histoires. Ce qui m'a fait rire, c'est que en arrivant dans le secteur un peu plus start-up, j'avais le sentiment qu'on offrait le storytelling à Steve Jobs, comme si ça avait été le créateur du storytelling. J'aime bien rappeler que le storytelling, ça existe depuis toujours, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet en tant qu'espèce de survivre, entre autres. On appelle d'ailleurs, suite aux études de Darwin, on est des Homo narratus, des espèces de narration. Et le storytelling, c'est ça, c'est comment en fait on va mettre en récit des histoires pour se connecter à l'autre, pour mémoriser des messages, ce qui permet aussi d'avoir des légendes, etc., qui structurent nos sociétés. Et aujourd'hui, évidemment, le storytelling a des usages beaucoup plus marketing et communication. Et c'est ce qu'on va voir justement ensemble, comment le storytelling aide les marques, les produits à se raconter et à aller toucher une audience. Oui, le storytelling, en fait, c'est bien plus qu'une stratégie marketing, c'est au fondement de nos sociétés en tant qu'humains, c'est ça ? Exactement, et c'est important de le rappeler parce que justement, quand on parlera storytelling responsable, j'aime bien rappeler on parlera des marques, mais le storytelling responsable, en tout cas à mes yeux, c'est aussi comment raconter créer des nouveaux imaginaires, redonner du sens aux mots pour aussi donner du sens à nos sociétés. Voilà, donc il y a plusieurs domaines. Mm. Et très bonne transition. Comment est-ce que le storytelling peut ou doit être responsable, en fait ? Alors, du coup, si je pars plus côté marque, c'est intéressant parce que si on revient aux origines du mot responsable, c'est toujours intéressant de se reposer là-dessus. Ça vient du latin respondere qui en fait veut dire
c'est répondre. Donc c'est vraiment aussi une question de avoir en fait, on a une responsabilité en tant que marque. C'est un domaine là sur lequel je vais pas, ça pourrait être un podcast entier. Je sais que tu en as un petit peu parlé précédemment dans tes autres épisodes, mais évidemment, les marques ont une responsabilité, que ça soit environnementale, justice sociale, etc. Mais du coup, le storytelling responsable, on va un peu activer différents niveaux. Donc, tu as évidemment l'alignement. Toute marque doit être alignée dans son discours et ce qu'elle est fondamentalement, c'est le why, ce qu'on appelle le pourquoi. Quelles sont les valeurs de marque, quelles sont les missions de marque et du coup, qu'est-ce qu'on va raconter à notre audience. Et c'est souvent dans des désalignements qu'on va parler de greenwashing, par exemple, de pinkwashing ou voilà, de problématiques qui sont aujourd'hui d'ailleurs suivies de plus près par la justice. Parce qu'en fait, c'est-à-dire qu'on va utiliser des leviers assez puissants du storytelling qui touchent à l'émotionnel, à des zones neurologiques, à des zones de confiance pour amener son audience ou ses consommateurs dans des directions désalignées avec ce qu'on est vraiment. C'est ce qui s'est passé pendant longtemps avec tout le domaine de la cigarette, de l'alcool. Maintenant, c'est contrôlé et de plus en plus, on en parle évidemment sur tout ce qui est environnement notamment. On ne peut pas utiliser le storytelling n'importe comment. Il faut vraiment avoir une forme d'alignement concret entre ce qu'on est et ce qu'on souhaite transmettre. Donc, je considère que toute marque aujourd'hui doit se poser sur un storytelling responsable. Qu'est-ce que c'est? Et ça va commencer par qui on est, qu'est-ce qu'on crée comme valeur, qu'est-ce qu'on ne crée pas comme valeur, et en fait commencer à s'aligner dans une direction juste qui nous ressemble et qui du coup va pouvoir accompagner aussi ses consommateurs dans une direction vraie et authentique. Voilà, donc si on continue aussi, dans ce domaine, ce qui m'intéresse, c'est, quand on parle de storytelling, il y a aussi, selon moi, l'idée que, le storytelling, c'est un levier, comme tu dis, c'est un levier de communication, de mise en récit et est-ce qu'on doit automatiquement l'utiliser? Pour n'importe quelle sortie de produit, pour n'importe quelle marque, aujourd'hui, c'est des questions qui commencent à sortir, peut-être pas, parce qu'on sait que c'est assez puissant, ça crée du désir et de l'envie. Et je trouve ça intéressant de se dire, est-ce qu'on ne devrait pas aussi commencer à limiter son utilisation? Bien sûr, il faut raconter des histoires, parce qu'aujourd'hui, les gens achètent plus une histoire qu'un produit. Mais est-ce qu'il faut mettre autant de moyens quand on sait que son produit ou son service ne crée pas une valeur positive sur la société ou sur son environnement? Et bien là, c'est des questions un peu ouvertes. Peut-être qu'il faut commencer aussi à se dire de prendre moins de place pour laisser plus de place à d'autres entreprises sur ces messages, parce qu'encore une fois, nos marchés sont saturés, nos communications sont saturées, et peut-être redonner aussi un peu plus de place à des acteurs qui créent des actions positives sur nos sociétés. Est-ce que tu as des exemples de storytelling responsable et des exemples de storytelling qui, eux, ne sont pas responsables? Alors oui, bon, on pourrait parler de Patagonia, mais je pense qu'on en parle beaucoup et j'aime bien aussi aller sur des marques peut-être plus françaises pour se projeter. Il y a une marque que je cite beaucoup qui s'appelle Loom, qui crée justement des vêtements qui sont sustainable et aussi qui ont une vision de durée, parce que ça c'est important, la durabilité. Et je trouve qu'ils ont justement créé un storytelling et toute une stratégie de communication qui est extrêmement responsable et qui va jusqu'au bout. Bon, déjà dans un premier temps, ils ont leur why qui est très fort, ils l'incarnent très bien et en fait, ils vont assez loin parce qu'ils éduquent, je trouve, les consommateurs aussi dans une démarche de consommer moins. Ce qui est assez unique parce qu'on ne le voit pas encore beaucoup, je trouve, mais qu'une marque dise à ses consommateurs on ne veut pas que vous achetiez trop chez nous. L'idée, c'est justement que vous achetiez moins, qu'une pièce vous dure 10 ans et nous, on aura aussi tout gagné quand, en gros, on ira vers une croissance du vivant plus qu'une croissance du chiffre. Et en fait, ils ont mis en place plein de communications, des articles, un manifesto. Aussi, ils ont une partie sur leur site qui est qu'est-ce qu'ils ne font pas bien, c'est-à-dire leurs axes d'amélioration. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la transparence en storytelling qui est aussi très puissante. Et justement, sur tout ce qui est engagement, packaging, ils se rendent compte qu'ils peuvent aller encore plus loin, qu'ils sont aujourd'hui limités
Et du coup, je trouve que c'est vraiment un exemple vraiment à suivre. Et j'encourage toute personne qui souhaite voir qu'est-ce qu'un storytelling responsable à suivre Loom. Alors ensuite, sur des storytelling qui que je ne trouve pas encore responsables. Alors, je fais toujours attention pour aller chercher des marques, etc. Moi, j'aime bien donner déjà l'exemple d'une marque qui a un peu donné le mouvement au storytelling justement responsable, mais plutôt parce que ça a été déclamé comme du greenwashing. C'était Chevron. Alors, je ne sais pas si tu connais, mais voilà, c'est le secteur de l'énergie et Chevron avait fait une pub qui s'appelle People Do, qui a été une publicité qui était sur tous les écrans de télévision et à l'époque, du coup, c'était des coûts colossaux, tout le monde l'a vu passer. Et tu vois une publicité qui est dans la nature, la biodiversité et en fait, ils disent qu'ils souhaitent protéger le vivant et qu'ils vont faire une donation notamment à des associations pour la biodiversité. Ça a été un assez gros tollé et la première fois que globalement on s'est un peu mis contre une marque. Il y a eu un audit qui a été fait sur cette campagne et ça c'est un premier indicatif intéressant. L'investissement publicitaire est de 10 millions alors que l'investissement qui a été fait pour la protection de la biodiversité est de 5 000 dollars. Donc tu vois déjà la différence énorme et là on est sur un désalignement déjà parce que leur cœur de métier n'est pas dans la protection de la biodiversité. À la rigueur, ils créent de l'emploi. Enfin, je veux dire, il y a peut-être d'autres valeurs qui auraient été intéressantes à mettre en avant. Et surtout, c'est à des fins purement commerciales et non d'engagement d'entreprise. Voilà, pour moi, c'est vraiment deux exemples à l'opposé, mais qui montrent bien justement comment on fait bon usage du storytelling, ou au contraire, mauvais usage. Ça, c'est vraiment bon, le cas de Chevron, il est assez extrême, surtout dans les ordres de grandeur. Mais c'est vrai que enfin, moi, je remarque que ça peut être assez difficile aujourd'hui pour les entreprises impact de communiquer sur leurs engagements parce qu'elles ont souvent peur de faire du greenwashing et d'être justement pointées du doigt sur leurs engagements, sur ce qu'elles font réellement. C'est quoi tes conseils du coup pour ces entreprises? Alors, déjà, c'est voir en quoi elles se considèrent à impact. En général, quand il y a une peur d'avoir du greenwashing, j'ai tendance à dire que c'est un peu une intuition à suivre, c'est que peut-être on n'est pas suffisamment légitime pour communiquer dessus. C'est toujours se rappeler que nos engagements de marque ne doivent pas être automatiquement une stratégie de communication. Ça, c'est important parce que j'ai aussi suivi des marques qui faisaient le choix de ne pas communiquer sur leurs engagements parce qu'ils trouvent que ça fait partie de qui ils sont et qu'en fait, dans la globalité du développement de marque, ça va se voir, ça va se comprendre. Tu as aussi des labels aujourd'hui qui se créent. Alors, tu as de tout en label, ça c'est encore un autre sujet, mais tu as des labels plus ou moins importants et sérieux qui font aussi office de sérieux justement en termes d'engagement. Mais par exemple, Netflix est quand même très engagé sur tout ce qui est diversité, inclusivité depuis leur début, pas écologie, mais sur tout ce qui est inclusivité, ils ont toujours été vraiment dans une démarche vraiment responsable. Et je me souviens qu'au moment de Black Lives Matter, il y avait eu pas mal de campagnes. Il se trouve que Netflix avait donné beaucoup de fonds pour des associations justement antiracistes. Ils avaient mis en place beaucoup d'alternatives aussi pour leurs employés. Et ce que j'ai trouvé assez chouette, c'est qu'en fait, ils n'ont pas communiqué dessus. Et j'en avais parlé un peu plus tard avec une chargée justement de communication qui m'expliquait que pour eux, ces actions sont aussi authentiques et nécessaires et n'ont pas besoin d'être communiquées parce qu'en fait, c'est leur ADN, c'est qui ils sont, c'est leurs valeurs et qu'en fait, par d'autres moyens, on retrouve ces valeurs et donc ça ne doit pas faire l'objet voilà, d'une communication pour avoir une croissance derrière parce qu'en fait, c'est tout autre chose. Donc ça, c'est peut-être différent parce qu'en ce moment, on entend beaucoup qu'il faut parler de ses engagements parce qu'évidemment aussi sur tout ce qui est rétention de talent, sur tout ce qui est enfin, des questions RH comme interne, externe, c'est important. Mais je trouve qu'on a été trop dans cette démarche de faire des bonnes actions, de développer aussi des bons produits pour avoir une communication plus impactante. Et j'aime bien l'idée qu'on commence aussi à se recentrer sur les marques doivent se responsabiliser, les communications vont se conjuguer à ces engagements de manière assez juste et équilibrée.
et qu'en fait, si tu as peur de faire du greenwashing en parlant de tes engagements, c'est que tu n'es peut-être pas encore assez aligné ou que tu n'as pas besoin d'en faire des tonnes et qu'en fait, un manifesto de marque qui est pour moi nécessaire pour toutes les marques suffit au démarrage pour déjà faire transparaître ton why, tes engagements et tes valeurs. De manière générale, en storytelling, on parle beaucoup d'incarnation et d'alignement. Et c'est bien d'avoir cette intuition de marque ou même d'individu quand tu veux développer un personal branding. Tu as des moments d'hésitation et de pas être juste. Bah, pour moi, c'est le meilleur des indicateurs. C'est que ta partition, elle n'est pas encore accordée. Donc, faut pas y aller. Alors qu'il y en a qui se lancent et là, ils sont sûrs. Bon, parfois, ils se trompent, hein, je veux dire. Mais quand tu n'es pas sûr, quand tu as un doute, surtout en tant que marque, pour moi, c'est un red flag et c'est justement assez responsable de faire un pas en arrière et de se redonner le temps avant de se lancer. Et puis, tu sais, il y a aussi, je pense, utiliser nos communautés. C'est vraiment les meilleurs ambassadeurs aujourd'hui pour les marques, faire un sorte de don de transparence complet, mais même jusque là, on sort du storytelling, mais dans la conception des produits, dans la démarche, ça aide énormément de marques à s'aligner justement et aussi parfois à faire des décisions, à prendre des décisions qu'ils n'auraient pas prises. Il y a par exemple Louise Aubéry qui a lancé une marque qui s'appelle Je ne sais quoi, c'est de la lingerie responsable et qui depuis le jour 1 a pris plein de gens de sa communauté pour la concevoir et savoir qu'est-ce qui manque aux marques de lingerie pour répondre à des problématiques de diversité, mais aussi d'écologie. Et en fait, je trouve que ça te permet d'avoir une relation qui est super honnête. Et c'est-à-dire que même si à un moment donné, tu fais une erreur, tu te retrouves proche du greenwashing, tu seras suffisamment transparent pour dire « je me suis trompé ». Je comprends, on repart ailleurs. Mais en tout cas, cette transparence aujourd'hui, elle est inévitable selon moi, justement parce qu'on est dans des périodes de changement, de transition et on va devoir constamment s'adapter et prendre la communauté, les consommateurs avec soi, c'est super. Je trouve ça smart et puis aussi rassurant, je pense, pour avancer dans la bonne direction. On en a déjà, enfin, tu nous en as déjà nommé quelques-uns, mais est-ce que tu peux redonner vraiment les fondamentaux d'un storytelling responsable? Alors, bah, c'est un peu sur comment on crée même un storytelling. Du coup, la première étape, c'est toujours ce fameux why, le pourquoi. Donc, c'est la raison d'être d'une entreprise, la raison d'être même parce qu'il y a aussi parfois des personnes qui le font à titre perso. Ça, c'est un travail qui est pas toujours fait par les entreprises. Je suis même souvent assez surprise de découvrir des entreprises matures qui n'ont pas fait cet exercice, qui est pour moi la première étape de toute création d'entreprise. Donc ça, c'est l'étape 1. Il y a plein de manières de travailler son why en tant qu'entreprise. En tout cas, quelle est ta raison d'être? Quelles sont tes valeurs d'entreprise? Comment tu veux être perçu? Et ce why, normalement, ne bouge pas. Enfin, c'est quelque chose, d'ailleurs, les manifestos, tu as des manifestos de marque qui sont là depuis 50 ans. Ça va être un peu ta boussole interne pour avancer ensuite dans la construction de ton storytelling. Après, l'étape 2, c'est évidemment qu'est-ce qu'on veut raconter et ça va passer notamment par la figure d'un incarnant, d'une incarnante. Ça peut changer, ça pour le coup. Il y en a qui choisissent de prendre leur fondateur, fondatrice. Il y en a qui décident de prendre des personnages fictifs. En tout cas, il faut quelqu'un pour incarner. Et justement, sur un storytelling responsable, il va être important ce héros parce que ça va aussi être le moyen pour nous d'incarner des valeurs qu'on souhaite diffuser par des caractéristiques de l'incarnant. Et ça va être tout un travail aligné avec le why évidemment, mais aussi son persona, les consommateurs, comment on souhaite qu'ils perçoivent notre marque et qu'est-ce qu'on a envie de leur transmettre comme valeur. Et ensuite, tu vas commencer à créer ton storytelling. Donc là, c'est déjà l'émotionnel qui est la partie la plus émergée de l'iceberg et pourtant la plus importante. Qu'est-ce qu'on veut susciter comme émotion chez nos lecteurs, nos consommateurs et ça, c'est un travail, je crois, qui se développe beaucoup et qui me fascine, c'est à quel point les émotions peuvent autant nous faire passer à l'action, au contraire, nous mettre dans des situations où on ne bouge plus, des situations de colère. En tout cas, tout ce spectre émotionnel va avoir un impact direct sur nos consommateurs. Qu'est-ce qu'on souhaite provoquer chez eux? Est-ce qu'on a envie de les faire passer à l'action pour un monde meilleur, plus juste avec nos produits, etc. Est-ce qu'au contraire,
on a envie de légèreté pour les faire respirer dans une situation peut-être un peu plus anxiogène. Mais cette fibre émotionnelle, peu de gens le savent, mais ça va faire partie de notre ADN de marque et c'est quelque chose, normalement, un travail qu'on fait dès les démarrages d'une marque qui va un peu se conjuguer au why. Quelle va être ma fibre émotionnelle majeure? Est-ce que je suis plutôt dans l'humour? Est-ce que je suis plutôt dans les cordes sensibles? Est-ce que je suis plutôt dans les tripes et cette volonté de changement et de révolution? Et ça va accompagner ensuite ce qu'on appelle le tone of voice qui va se retrouver dans toutes nos communications, l'éditorialisation. Et après, le storytelling, c'est la structure d'une histoire un peu fondamentale qui est l'histoire clé de son entreprise, de sa marque. Et ça, c'est la structure du conte dont on parle souvent, ou de Pixar d'ailleurs, qui l'ont publié récemment. On a besoin d'obstacles, de difficultés pour créer du relief dans une histoire. Et je trouve que sur des problématiques sociales ou environnementales, c'est assez facile justement d'aller là-dessus parce que aujourd'hui, on en a plein des obstacles. Et justement, en tant que marque, faire comprendre qu'on est nous-mêmes face à des enjeux qui parfois nous dépassent, qui peuvent faire peur, mais que tous ensemble, on va aller justement les contourner, les détourner, trouver des solutions, ça peut faire un storytelling encore plus fort parce qu'on embarque sa communauté dans son histoire. Évidemment, dans la chute, on a besoin de trouver une forme de morale et c'est là qu'on va avoir la signature d'une marque. Ça va être par le courage, ça va être voilà, on va aller chercher vraiment une forme de morale et ça c'est un peu le storytelling fondateur de l'entreprise, de la marque, à partir duquel on va aller décliner ensuite plusieurs communications. Il y a des communications par produit, des communications par réseau, mais ce storytelling de base, c'est ce qui va être l'empreinte générale de toutes tes communications si demain tu lançais un produit. Et du coup, c'est un travail de fond, c'est un travail central et que vraiment toute marque doit faire, surtout aujourd'hui où on cherche de la responsabilité parce qu'en fait, c'est ta boussole encore une fois et de te rappeler qui tu es vraiment. Et si typiquement ta marque n'est pas sustainable, n'a pas des enjeux de protection de la biodiversité, cette histoire te le rappelle et tu ne vas pas aller dans ces directions parce que c'est pas toi, c'est pas qui tu es, sauf si tu fais un pivot immense et que tu changes radicalement ta stratégie. Super intéressant. Et ce que je trouve très fort, et c'est là où on revient au storytelling, enfin, en quoi le storytelling doit être responsable, c'est justement toute cette partie émotion qui fait qu'en fait, tu peux vraiment susciter des actions plus ou moins rationnelles. Ouais. J'avais lu dans un article que d'après les neurosciences, le cerveau n'est pas capable en fait de faire la différence entre une légende et une histoire réelle. Du coup, comment est-ce qu'on fait concrètement en tant que consommateur pour avoir plus de lucidité vis-à-vis des histoires que les marques nous racontent? Parce qu'on est d'accord qu'aujourd'hui, le storytelling, c'est quand même une pratique qui est très répandue et très développée. Et comment je fais en sorte de me retrouver un peu plus conscient et moins manipulé justement par les marques? Alors déjà, petite parenthèse, parce que je trouve que l'engagement individuel, il est nécessaire, mais il y a quand même je trouve qu'il y a beaucoup de pression sur l'engagement individuel. Moi, je trouve que c'est important parce que c'est le fameux triangle de l'action. Il y a le gouvernement, les marques et les citoyens individus. Dans un monde idéal, dans une utopie, je te dirais que les marques s'auto-responsabilisent et responsabilisent leur communication, ce qui fait que c'est descendant et que les consommateurs sont tout à fait au courant de ce qu'ils consomment. Et je fais cette parenthèse parce que je trouve, mais on y vient, qu'aujourd'hui, il faudrait un peu plus d'encadrement juridique justement sur ces pratiques de storytelling de marque. Ça commence parce que là, H&M je crois, est en cours de procès. Enfin, ça commence à tomber. Mais c'est dommage en tout cas aujourd'hui de devoir justement responsabiliser les consommateurs pour savoir justement qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce qu'on leur ment, où est-ce que justement il y a des choses à prendre. Et donc je me dis que peut-être un jour on y arrivera, tu vois, comme finalement autrefois on faisait la promotion du tabac en disant que c'était super pour la santé alors qu'on savait déjà à ce moment-là que c'était nocif. Aujourd'hui, c'est encadré, on peut plus faire la promotion de la même manière. L'alcool, il y a toujours un astérix, l'abus d'alcool est dangereux, enfin voilà, la loi Evin, etc., qui ont quand même vachement encadré. Moi, je trouve qu'on devrait aujourd'hui ouvrir le débat sur un encadrement juridique, justement sur tout ce qui est écocide, tout ce qui est dangereux aussi pour la santé. On le sait, voilà, c'est important et ça permettrait aux consommateurs
de pouvoir consommer de manière beaucoup plus juste et honnête. Mais comme on n'est pas encore là aujourd'hui, moi, ce que, ce que je conseille, déjà, c'est intéressant en tant qu'individu de savoir en fait qu'est-ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'il y a derrière la consommation, parce que je crois qu'on est arrivé sur une ère où nos consommations sont devenues politiques. Ce qu'on consomme nous définit et ce qu'on consomme, on le sait de plus en plus, a un impact sur des humains, sur le vivant, parfois positif, parfois négatif. Donc déjà, d'avoir un peu ce mindset de se dire ce que je consomme a un impact qui me dépasse. Donc c'est presque un engagement aujourd'hui quasi politique d'acheter quelque chose et de suivre des personnalités ou des médias qui sont vraiment référents dans le domaine. Celui qui a été très connu, c'est évidemment Raphaël Glucksmann avec le travail des Ouïghours et qui a commencé justement à montrer la responsabilité de marque et qu'est-ce qui se cache derrière ce qu'on consomme. Il y en a de plus en plus aujourd'hui. Donc, je dirais déjà de suivre ces médias et lanceurs d'alerte qui sont très documentés et qui aussi nous éduquent sur comment on fabrique ces produits et comment on pourrait les rendre meilleurs. Et ensuite, bah, je dirais que c'est quand même une forme de gymnastique de savoir comment fonctionnent les labels. Il y en a des sérieux, il y en a pas. Qu'est-ce qui est bon ou mauvais pour notre santé? Moi, je me forme beaucoup avec des formations en ligne, par exemple, sur tout ce qui est biodiversité, fabrication sustainable, pour aussi comprendre tout ce procédé et qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est moins bon pour la planète aussi, pour le vivant. Et enfin, qu'est-ce que je pourrais dire pour les consommateurs? Bah, alors c'est pas le meilleur argument pour des marques, mais je dirais de toute façon consommer moins. On va sûrement en parler, mais dans le storytelling, en ce moment, je me spécialise beaucoup sur l'impact des mots sur le vivant et sur nos sociétés. J'aime bien l'idée de commencer à redéfinir les mots, mais même nous en tant que consommateurs, pour créer une nouvelle valeur. Et notamment la valeur, important, qu'est-ce qu'une valeur qu'est-ce qu'aujourd'hui on peut dire fabrique une valeur positive, le progrès, l'innovation, le bonheur, le succès. Et en fait, je pense qu'en tant que consommateur, on va être vachement impacté par ces changements que j'espère, d'aussi revoir qu'est-ce qui fait de nous un humain heureux, un habitant de cette planète, et que peut-être on n'a pas besoin de consommer autant et que voilà, on peut faire autrement, on peut réparer nos vêtements, on peut manger plus responsable de saison, sans viande, etc., moins voyager, enfin voilà. Ce qui fait que c'est une décroissance, mais moi j'appelle plutôt ça une croissance du vivant. Et donc, toi, avec Hiro, tu accompagnes des entreprises sur ce type de message-là, c'est ça? Alors c'est ça, Hiro, on accompagne surtout en B2C, donc plus des individus. On peut avoir par exemple pas mal de freelance, des personnes qui lancent des entreprises. Sur tout ce qui est formation en podcast, c'est beaucoup aussi des podcasts perso, comme toi, hein, des personnes qui veulent faire passer des messages. Et on a aussi sur tout ce qui est copywriting et prise de parole, des personnes qui sont dans des entreprises qui veulent prendre en confiance, qui veulent prendre en assertivité. Et effectivement, ça fait, je dirais, peut-être 8 mois que j'ai commencé à ajouter des créneaux sur l'éthique, la responsabilité de nos communications, aussi pour responsabiliser justement nos élèves et qu'ils soient un peu plus à même de naviguer dans toutes ces communications et savoir où se positionner, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, et surtout les updater parce qu'en ce moment, tu dois sûrement le voir, mais ça change assez vite. Notamment, j'invite souvent à suivre l'ADEME qui sont très bons pour nous communiquer justement sur tout ça, et c'est chouette. Moi, je trouve ça intéressant parce qu'on est en train de changer d'air sur les communications et les marques, et il faut vraiment rester toujours au goût du jour. La loi est en train de changer, en tout cas en France, sur justement, notamment, se dire la neutralité carbone. Il me semble que depuis le 1er janvier, c'est interdit de l'utiliser
en tant qu'entreprise, ou en tout cas si on n'est pas capable de justifier. Complètement, ouais, c'est vrai. Il y a des lois qui passent. C'est encore très carbone justement. J'ai hâte qu'on passe aussi sur plus des questions de biodiversité qui sont, nécessaires, mais ça arrive. Évidemment, sur l'humain, il y a aussi des lois qui commencent à passer sur le 50-50. Enfin voilà, il y a des choses qui bougent et je trouve ça beau parce que c'est là où l'individu a son rôle à jouer. C'est aussi parce que nos comportements changent qu'on fait changer les marques, les entreprises et donc les services publics. Donc oui, on a un enjeu parce que parfois on a l'impression que ce qu'on fait a peu d'impact. Moi, je crois que dans le collectif, on fait changer les choses et notamment dans le storytelling. Et tu parlais du choix et de l'impact des mots. Moi, j'ai un exemple sur lequel j'ai fait une publication récemment de Guardian, qui le rédacteur en chef qui a refusé en fait à un moment donné de parler de réchauffement climatique et qui maintenant parle systématiquement de crise, de Catastrophe. catastrophe climatique. Ouais, tu as raison. Ouais, Et ouais, ça, je ouais. trouve ça c'est vraiment fort. Et les mots qu'on choisit dans nos communications vont aussi impacter la manière dont l'imaginaire et dans la réalité dans laquelle on évolue. Donc, Complètement et ça pour moi c'est tout un chantier du storytelling responsable qui peut d'ailleurs un peu sortir des marques. Là on arrive plus sur presque des labos exploratoires. Je crois beaucoup en l'impact des mots sur nos fonctionnements, nos manières de penser. On sort d'une phase qui a été plutôt dystopique dans l'imagination de nos imaginaires et là on arrive sur une ère un peu plus utopique au sens parce que l'utopie on a l'impression que c'est quelque chose qui ne se fera pas. Dans l'utopie il y a justement beaucoup à en tirer. Je donne toujours le livre Ecotopia par exemple, pardon, de Kallenbach à lire parce que en fait, l'utopie, par les mots, permet de s'imaginer un futur possible et complètement différent, qui permet aussi de sortir parfois de nos systèmes, de réimaginer d'autres structures. Et comme tu dis, dans tout ce qui est climat, on va passer sur catastrophe, c'est beaucoup plus fort. On parle aussi d'environnement, on en sort parce qu'environnement, c'est ce qui nous environne, comme si on était encore le centre. Donc là, on essaie justement de recréer de nouveaux mots pour impacter différemment. Sur tout ce qui est écologie, en ce moment, on est en train de redéfinir tous les mots parce que, par exemple, quand on dit que l'Amazonie est le poumon du monde, non, ce n'est pas un organe qui est là pour nous fournir de l'oxygène. En fait, on est tous des espèces interconnectées. C'est justement comment redéfinir ce champ lexical pour avoir un passage à l'action beaucoup plus positif et juste. Et ça, c'est un travail qui est vraiment merveilleux et que je trouve assez génial. Et d'ailleurs, en storytelling, ce que j'essaie de développer, c'est aussi donner son temps plus pour des associations. Il y a moins de moyens. Et malheureusement, du coup, il y a moins de travail sur tout ce qui est storytelling. Donc, on a moins de force de frappe dans les discours. Et ça, c'est quelque chose que je recommande. C'est quand on travaille en tant que communicant, parfois, c'est pas toujours simple de trouver une entreprise ou un lieu avec lequel on est 100% aligné. Et ben, je trouve que trouver du temps en plus, donc du bénévolat pour aller accompagner des associations dans le climat, la justice sociale et justement développer avec eux tout ce qui est storytelling, communication, c'est un travail qui est crucial parce que c'est aussi là que le collectif va jouer, c'est par tous ces groupes. Laureline, si je te dis slow marketing, tu penses à quoi? Bah, en fait, je pense que ça va s'aligner avec ce que je dis si on part plus sur une vision large, je pense qu'aujourd'hui, notre consommation doit ralentir, le profit doit ralentir, on va arriver sur un nouveau modèle qui est d'ailleurs peut-être beaucoup plus vivable aussi, de vivre mieux, avec moins, avec mieux, redévelopper toutes ces fibres émotionnelles qu'on est quand même en train de perdre aussi. Il y a quand même une atrophie de nos zones cérébrales des émotions qui ont été constatées. Donc voilà, reprendre du temps pour redévelopper toutes ces connexions avec le vivant. Et donc slow marketing, je dirais que assez naturellement, c'est aussi un marketing qui va ralentir avec la consommation, qui va peut-être plus aussi prendre du temps de réflexion, de prendre du temps de développement de contenu qualitatif, parce que malheureusement, moi je trouve qu'avec les algorithmes qui ont pris le dessus, on a de plus en plus de difficultés de créer une vraie valeur dans le contenu.
sortir. Donc moi, je suis plutôt partisane de sortir de ça et qu'un bon contenu s'émancipe aussi des algorithmes et passe des messages beaucoup plus impactants. Et voilà, être plus connecté au vivant. On en parlait il n'y a pas longtemps avec un de mes intervenants, mais je pense qu'il y a quelque chose à faire aussi sur les communications, de s'inspirer de la biodiversité. Par exemple, il y a beaucoup en ce moment de travaux sur les arbres, comment ils communiquent, comment ils transmettent. Moi, j'aimerais bien qu'on arrive encore plus à trouver justement, à étudier le vivant pour nous-mêmes, un peu s'inspirer du vivant dans nos communications qui sont plus douces, qui sont plus justes. Et voilà, peut-être qu'on va complètement muter et changer nos manières de faire. Oui, ou par cycle aussi, parce qu'on a un rythme qui nous impose d'être présent sur tous les réseaux tout le temps, à la même, au même niveau d'intensité, alors qu'en fait, on fonctionne tous d'ailleurs par cycle. Et peut-être intégrer ça aussi dans nos stratégies, ouais. Je trouve ça très intéressant. C'est vrai. Et d'ailleurs, on avait eu l'idée, pourquoi ne pas hiberner comme d'autres espèces? Ça serait une saison justement où tout le monde ralentit, parce que, alors évidemment, ça a été un impact négatif, mais le Covid, il y a aussi eu cette partie où les gens se sont rendus compte qu'on pouvait ralentir, qu'on pouvait, quand on avait la chance de vivre aussi dans des lieux qui le permettaient, de prendre le temps. Et en fait, pourquoi pas s'inspirer encore une fois du vivant et prendre une saison où on se déconnecte, où on ralentit, et du coup on se reconnecte. Voilà, je lance l'idée aux entreprises et au gouvernement. Selon toi, qui est-ce que je devrais inviter pour parler marketing responsable sur ce podcast? Bon, alors c'est un énorme challenge, donc peut-être qu'après je prendrai un deuxième nom plus faisable, mais moi tout de suite comme ça je te dirais Aurélien Barraud. Okay. Je ne sais pas si tu le connais, mais qui est un philosophe et astrophysicien qui parle de plus en plus du vivant et de l'impact, voilà, bon, c'est pas catastrophique, mais tout de même, si, lui, il pose justement l'importance des mots sur ce qu'on vit. Et il a écrit un traité qui s'appelle, alors je n'ai plus le titre exact, mais en gros, il appelle une révolution poétique pour sauver le vivant. Et comment redéfinir justement, comment redonner du sens à nos mots, comment créer une suite plus juste dans des nouveaux récits, comment remettre l'artiste au centre de la création de nos sociétés. Et en fait, ce que j'aime bien avec Aurélien Barraud sur Slow Marketing, c'est que peut-être que des profils comme des philosophes, des penseurs sont aussi très pertinents parce qu'ils ne sont pas dans ces métiers, dans le cœur du métier, mais ils ont une vision externe que je trouve beaucoup plus juste. Donc moi, je serais super contente de voir Aurélien à ton micro. Et sinon, de façon un peu plus peut-être accessible, il s'appelle Adrien Rivière. Il est aussi beaucoup dans le storytelling, mais plus côté, il travaille beaucoup avec des artistes. Et lui, il se spécialise dans tout ce qui est design fiction, comment créer des nouveaux récits, comment créer des nouveaux possibles. Et je pense que ça serait intéressant que tu puisses le recevoir. Laureline, si on veut continuer à suivre un peu ce que tu fais avec Hiro ou sur le storytelling et storytelling responsable, où est-ce que c'est le mieux de te suivre? Alors, pour Join Hiro, on peut me retrouver en ligne sur notre site joinhiro.co. Justement, on peut voir nos formations, etc. Moi aussi, je suis joignable toujours sur LinkedIn et j'adore parler storytelling avec les gens. Donc, toujours un plaisir d'échanger. Et puis voilà, nous, on est à Paris, donc toujours un plaisir de rencontrer des personnes sur ces sujets. Écoute, merci pour cette super conversation. J'ai appris énormément de choses. J'ai envie d'acheter déjà le livre Ecotopia et de faire encore plein de recherches derrière. Merci à toi, Anaïs. Et puis j'ai hâte de découvrir tes prochains épisodes et pourquoi pas celui avec Aurélien Barraud. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Si tu ne veux rien louper, abonne-toi à la newsletter ou à mon profil LinkedIn Anaïs Baumgarten. Tous les liens sont dans la description. Merci pour ton écoute et à très vite sur Slow Marketing.